Dans l'escadre de Vaudreuil, il se passait aussi des faits étranges. Pourtant, les divisions blanches et bleues n'avaient pas l'excuse de combattre depuis le matin, et le vent favorable les portait à rallier sans difficulté le centre encerclé par la flotte française. Or, les première et troisième divisions respectives, conduites par M. d'Épinouse, duc de Bourgogne, et par M. de Guimpy d'Estaing, fuyaient Pluton et Marseillais de la ville de Paris. Tout en répétant mes signaux, écrira de Grasse, on s'arrêtait point, on se couvrait de toile, la plupart avaient des bonnettes. Si M. de Vaudreuil, à bord du Triomphant, n'avait pu regrouper son escadre, il portait courageusement avec sa deuxième division au secours de Grasse. Mais ce pouvaient faire ces 4 vaisseaux contre la flotte anglaise tout entière, dont l'arrière-garde de l'amiral Drake venait de rallier Rodney. L'amiral de Grasse et les 5 vaisseaux qui entouraient la ville de Paris avaient désormais contre eux le gros de la flotte anglaise. Il est maintenant 3h30 de l'après-midi, et Grasse signale vainement de venir au vent, puis de former la ligne de bataille en ordre naturel. Le combat fait rage autour de la ville de Paris. En vain, les vaisseaux de la 2e division de Vaudreuil et le Pluton de la 1re division en ordre de bataille tentent de le dégager. La ville de Paris a son gréement haché, le gouvernail est hors d'usage, privé de haubans et criblé de boulets, la mâture menace à tout instant de s'effondrer. La coque fait haut de toutes parts malgré les pompes qui tentent de la refouler. Le pont pris en enfilade par les terribles caronades est couvert de morts et de blessés. Debout sur la dunette, exposé aux tirs incessants de la mousqueterie anglaise qui le prend pour cible, des unes du Formidable et du Barfleur indiffèrent à ce feu semblant chercher la mort qui a déjà frappé plusieurs de ses officiers à ses côtés, mais ne veut pas de lui. L'amiral de Grasse contemple l'agonie de son grand vaisseau, fierté de la marine de France. Seule la présence de cet homme dans son uniforme bleu et écarlate de lieutenant général des armées navales du roi soutient le moral des hommes et les empêche de se rendre. Épaulettes envergurées, constellées de décorations, Grasse porte l'écharpe de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, la plus haute distinction que puisse recevoir un officier français, qui barre en diagonale son large torse. Cependant, les canons de la ville de Paris continuent à tirer sur l'ennemi des 2 bords à la fois. Dans les batteries basses du 3 ponts, le spectacle est infernal, nu et sanglant. La tête enturbanée de chiffon, les canonniers du vaisseau amiral se démènent dans la fumée épaisse autour de leurs canons. Parfois, un boulet ennemi se plante dans l'épaisseur de la muraille, mais certains pénètrent dans les sabords ouverts et font au milieu des servants de terribles carnages. Criblés d'éclats de bois, les hommes s'effondrent, le sang coule à flots et se déverse en longues rigoles sinueuses que le sable n'absorbe plus. Et il arrive même, tant l'ennemi est proche, que la bourre enflamme et aveugle les hommes. Il faut alors lâcher le canon pour éteindre l'incendie qui menace de faire sauter les poudres. Les hommes se battent depuis 10 heures et n'ont pris aucune nourriture. Bientôt, les gargousses manquent et l'on se met à charger les canons à la cuillère, c'est-à-dire à la pelle, en enfournant par la gueule la poudre en vrac, ce qui ôte toute précision au tir. Des unes, les soldats de marine tirent sur le vaisseau de Rodney, le Formidable, dont 80 bordés ont déjà haché les superstructures de la ville de Paris. Ils y mettent la rage froide et désespérée, mais en haut comme en bas, les munitions s'épuisent. Sur la dunette, Grasse a reçu la nouvelle sans émoi. Confondre mon argenterie, dit-il simplement. Et bientôt, les soldats de la marine tirent sur l'ennemi à balles d'argent, tandis que dans les batteries, on enfonce dans les canons la vaisselle de l'amiral, prestigieux service timbré à ses armes. Lorsque le major de l'escadre l'avise d'un message du capitaine d'Albert de Rion du Pluton, lui offrant d'être pris en remorque, Grasse hausse les épaules. Les Anglais sont trop nombreux autour de la ville de Paris pour qu'une telle manœuvre ait la moindre chance de réussir. À 5h45, comme un suprême message, Grasse fait encore hisser au mât branlant de la ville de Paris l'ordre au vaisseau de former la ligne de bataille. Personne ne lui répond. La couronne, matelot arrière de l'amiral, est à l'écart, malgré les ordres spéciaux du roi. Sa Majesté ordonne aux capitaines des vaisseaux de penser plus à la défense du vaisseau amiral auquel ils sont attachés qu'à la protection de leur propre bateau, le roi préférant qu'il coule plutôt que d'abandonner l'amiral. Le vaisseau de Barfleur, qui avait rejoint les assaillants vers 6 heures, était alors le plus proche du sien. À peine le pavillon de la ville de Paris était-il abaissé que Vaudreuil, prenant le commandement de la flotte, tentait de s'échapper avec les vaisseaux qu'il avait regroupés.
Le Languedoc, matelot avant de la ville de Paris, parvenait à fuir et rallier le gros de la flotte. La nuit qui tombait aida beaucoup cette retraite et il est hors de doute que Grasse avait ordonné au bon moment d'abaisser le pavillon. Prolonger pour lui la résistance eût voué de nombreux vaisseaux à la destruction ou à la capture. Se rendre avant la nuit eût provoqué une chasse générale de René contre la flotte française en retraite. À la faveur de la nuit, le palmier, qui avait abaissé son pavillon et déjà jeté à la mer le livre des signaux secrets, mais dont aucun Anglais, acharné sur De Grasse, ne revendiquait la prise, s'éloigna tranquillement sans être inquiété. Lorsque le Lord Capitaine Grandstone, envoyé par René prenant la possession du vaisseau, mit le pied sur le pont de la ville de Paris et à la tête d'un détachement anglais, un terrible spectacle l'attendait. Entre le mât de misaine et le grand mât, écrira cet officier. À chaque pas, on ensanglait ses bottes. Le carnage était prodigieux. Les porcs et les moutons parquaient sur le pont, mêlaient leur sang et leurs membres à ceux des hommes. Le 4e pont était encore couvert de morts et de blessés. Grasse s'y tenait debout, entouré de 3 officiers. Il avait reçu une contusion des reins. Mais il était sauf. Fait remarquable, car il était exposé pendant plusieurs heures à un feu destructeur qui avait balayé ses officiers et nettoyé à plusieurs reprises la dunette. Grand, robuste, le visage fier, il était à cet instant un objet de respect, pour qui l'on éprouvait sollicitude et sympathie. Il ne se remettait pas dans sa stupeur de voir en un temps aussi court des vaisseaux pris, sa flotte défaite et lui-même prisonnier. À la lueur des flammes du César, incendié accidentellement par l'équipage de prise qui, dans ses libations, avait mis le feu à un baril de rhum, Grasse tend son épée à l'officier anglais. Mais toute la nuit, le pavillon et l'embaut de l'amiral de Grasse flottera encore sur les vaisseaux vaincus. Tout en haut du mât, car pas un osera l'armener, non loin de la ville de Paris, le Glorieux présente lui aussi une scène d'horreur. Le nombre de morts est si grand que les quelques survivants conventionnés n'ont pas, suivant l'usage, de jeter les cadavres par-dessus bord. Vers 10h30 du soir, une explosion effroyable illumina la nuit d'un éclat fulgurant. L'incendie du César avait éteint les soutes à poudre. « C'est mieux ainsi, les Anglais ne l'auront pas », avait dit son capitaine blessé. Bien peu échappèrent à la mort après l'explosion. Aux dernières lueurs du ponton embrassé, qui s'abîmait dans les flots, Grasse vit des centaines de requins qui tournoyaient autour de l'épave, déchirant leur proie, dont certains, encore vivants, se débattaient par les flots. Cependant, le gros de la flotte, sous le commandement de Vaudreuil, s'était échappé sans que les Anglais, trop éprouvés par le combat, tentent de le poursuivre. L'armée navale française est battue et son chef prisonnier. Après un dernier regard sur son vaisseau mutilé, François-Joseph de Grasse quitta le bord, précédé par le Lord Capitaine Grandstone. La chaloupe qui emmenait ses éclats de la muraille criblée de la ville de Paris et se dirigea vers les Formidables où atteignit Rognier.